Nous considérons comme notre droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre les nôtres. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et réciproque. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Voilà la déclaration solennelle. Émilie, racontez-nous bien la circonstance de cette allocution solennelle inattendue. Alors c'est vrai que ça a pris tout le monde de court parce que personne ne savait que... Alors peut-être, sauf Sergueï Girnov peut-être, mais en tout cas ici à la rédaction, personne ne savait que Vladimir Poutine allait s'adresser à la nation russe ce soir. Il a parlé pendant 7 minutes 15 précisément. Et alors ce qui nous a frappé, Darius, c'est le décor dans lequel il a pris la parole. Regardez, alors vous allez voir deux images qui semblent identiques. À gauche, vous avez son allocution du jour à la nation russe. À droite, c'est en février 2022, au moment où il annonce qu'il envahit l'Ukraine et qu'il déclare la guerre aux Ukrainiens. Oui, Sergueï. Regardez ces deux images. Vous avez un Poutine décontracté à droite, en 2022, et vous avez Poutine... c'est pas le mot que j'utiliserais, décontracté, pardon. Décontracté. Je connais pas votre notion du décontracté, c'est pas tout à fait ma notion du décontracté. La lecture de body language, c'est quelque chose de primordial. Là, il est renfermé sur lui-même, il a les mains qui sont ensemble, et là-bas, il a les mains qui sont posées très loin l'un de l'autre, et donc, en fait, il joue la décontraction. Chacun jugera de l'analyse physiologique ou physionomique, mais la menace, en tout cas, et le point commun entre ces deux situations. Rappelez-vous, en 2022, beaucoup d'experts disaient non, il ne va pas oser. Est-ce qu'on risque d'être aussi aveugle aujourd'hui ? C'est évidemment une question majeure qui va nous guider tout au long de la soirée. C'est le risque, Sarah Daniel, qu'on sous-estime toujours son degré de brutalité. Alors c'est vrai que là, en comparant les deux images, on voit qu'il a voulu instaurer une certaine solennité. Donc on peut imaginer aussi que c'est une manière de porter une guerre psychologique. C'est une manière de répondre un petit peu, si vous voulez, à l'attaque, aux attaques récentes, aux attaques avec les attaques MS. Et puis aussi, il a changé sa doctrine nucléaire. Donc c'est dans la droite lignée de ce changement. On peut voir que ce changement de doctrine nucléaire a finalement joué son rôle, puisqu'il a réussi à effrayer l'Occident. À chaque fois, on peut attribuer cela au fait que les armes ont été quand même distillées trop peu et trop tard. Et donc, on voit que ça marche. Et les populations, en tout cas occidentales, sont effrayées par tout ce décorum et en effet par ce missile inconnu qui vient de lancer et qui pourrait potentiellement avoir une portée nucléaire. Il a dit beaucoup de choses et on va l'entendre en longueur ce soir, Vladimir Poutine. Néanmoins, Margot Haddad, vous avez été notre correspondante pour TF1 LCI à Moscou. Il est rare que le président russe prenne la parole comme ça de façon spontanée à la télévision russe. Alors oui et non, mais quand il le fait, c'est souvent à la dernière minute. C'est-à-dire que quand j'étais en Russie, on pouvait avoir une alerte, souvent par télégramme, pour nous dire que le président russe pouvait ou ne pouvait pas s'adresser à la nation ce soir. Soit ça se fait de manière très impromptue, c'est-à-dire avec les propagandistes en chef qui sont autour de lui pour lui tendre le micro et avoir une fausse question qui est organisée pour qu'il parle, notamment sur Rossiya One. Ou sinon, eh bien, c'est fait de cette manière-là, de manière très solennelle, avec ce décor. La nature de l'avertissement, le fait qu'il menace, mais on va voir dans quelques instants, il y a la parole et le geste, puisqu'on va le détailler, ce tir de missile qui résonne comme un ultime avertissement avant le nucléaire, puisqu'il peut être porteur de charge nucléaire. Et je vous lis ce soir la déclaration du président Zelensky qui marque ce cap. Le président Zelensky dit il y a une augmentation de l'ampleur et de la brutalité de la guerre. Oui, tout à fait. Et si vous lisez encore plus loin ce que dit Zelensky, c'est que c'est en fait une deuxième étape de l'escalade de la Russie cette année. La première, c'était le déploiement de troupes nord-coréennes sur le territoire russe et pour combattre directement avec les Ukrainiens. Et maintenant, les Russes franchissent une deuxième étape dans l'escalade, utiliser ce type de missile. Alors certes, il n'y avait pas de charge nucléaire et je ne crois pas que la Russie en utilisera à un moment ou à un autre, mais
Ce qui m'intéresse aussi, c'est que au début de cette émission, vous avez dit une chose, c'est que c'est quelque chose d'inédit et c'est la première fois que Poutine nous menace occidentaux de façon aussi claire. Moi, je vais vous répéter ce qu'a dit, je vais vous citer ce qu'a dit Vladimir Poutine le 24 février au soir en 2022. Quiconque tente de nous entraver et encore plus de créer des menaces pour notre pays et notre peuple doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences auxquelles vous n'avez jamais été confrontés dans toute votre histoire. On revient sur le même discours. Il n'y a absolument rien de nouveau dans sa position. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est tout simplement s'adresser à nous, nous inquiéter, nous, opinion publique et journalistes entre autres, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse proposer d'un point de vue militaire avec ce type de phrase. Alors il y a deux lectures. Sur ce flou-là, en fait. Il y a deux lectures, pardon. Il y a entre le nucléaire et le conventionnel. Une partie des Ukrainiens dit qu'il n'y a pas d'escalade possible, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. Le président Zelensky dit autre chose. Il dit qu'il y a une augmentation de l'ampleur et de la brutalité de la guerre. Donc il y a quand même un cap. Je pense que là, pour l'instant, on est sur une offensive de peur. Voilà, on est dans la stratégie déclaratoire qui est plutôt destinée à nous, plus qu'aux Ukrainiens, très, très clairement. Sur le terrain, cette frappe n'a pas changé grand-chose. Elle est même minime, elle n'a pas fait de victimes. Ça n'a rien changé. C'est donc une frappe, pour le coup, qui est symbolique, qui est politique. Mais sur le terrain, voilà, les Russes sont en réalité au maximum de ce qu'ils peuvent faire comme mal, tout simplement. Ils ont employé absolument toutes les cartes disponibles. Et d'ailleurs, ce qu'il reste, finalement, c'est la parole encore. La parole, et puis il y a le nucléaire, effectivement, mais auquel je ne crois pas. Et donc, il s'agit en jouant habilement de tous les instruments des médias. Donc il y a discours, on modifie la doctrine, donc on en parle, on fait sur le terrain, on appuie ses dires par une frappe, donc on le voit, il y a des images, etc. On joue tous les relais d'influenceurs possibles. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu de méthode Coué ? Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui meurent à Odessa. Oui. Il y a des gens qui meurent à Kiev. C'est pas nouveau, il y a des gens. Si, ce qui est nouveau, c'est que pendant une certaine période, les Ukrainiens arrivaient à arrêter tous les drones arrivant sur Kiev. Tous, non. Où une grande partie, il y a à nouveau une partie inquiétante des missiles qui passent sur Kiev. Il y a des morts. Parce que, vous savez, depuis 10 jours, depuis l'élection de Trump, en fait, Poutine a organisé, par exemple, une attaque dans laquelle il y avait 210 objets volants, de 220 missiles, plus 90 drones. Et donc, sur les 120 missiles, il y en avait 18 qui sont passés. Et 18. Beaucoup, et donc, en fait, il y a 100 qui ont été arrêtés. Et sur les drones, il y a eu quasiment 95% des drones qui étaient arrêtés. En revanche, vous savez, aujourd'hui, avec ce missile, Poutine joue la peur, joue l'effet surprise, on en parle, bien évidemment, mais à mon avis, il a commis beaucoup de fautes dans ce discours. Vous savez pourquoi ? Il s'adresse aux Américains, mais c'est un missile qui ne peut pas atteindre les États-Unis. Il s'adresse aux Américains, mais il les met il leur dit une demi-heure avant le lancement de missiles, calmez-vous, ce n'est pas un missile qui va vous atteindre, c'est un missile qui est envoyé sur les Ukrainiens. Ça ne s'adresse pas seulement aux Américains. Dans son allocution. Non, mais en fait, Poutine ça ne parle qu'avec les États-Unis. Ah oui. L'Europe, pour Poutine, n'existe pas, l'Ukraine n'existe pas, la Chine et les États-Unis. Mais l'Europe, on revient à la grande inquiétude. Les Britanniques existent comme tout de même. On revient à la grande inquiétude de la guerre froide, c'est que l'Europe soit le champ de bataille d'une guerre conventionnelle, et on verra dans quelques instants les exercices de temps. Ça, c'est évidemment toujours la peur depuis les années 60, peut-être. Bien sûr, et le missile qui aurait été utilisé, le RS-26, c'est le successeur du SS-20, qui avait provoqué une crise dans les années 70-80, parce que c'était un missile qui n'était destiné à frapper l'Europe. Il n'était pas destiné à frapper les États-Unis, il ne partait pas assez loin pour vraiment frapper les États-Unis. Et donc, il y avait, on s'est dit, tiens, il y a des missiles soviétiques qui peuvent frapper l'Europe, qui peuvent désarmer, qui peuvent détruire toutes les bases nucléaires américaines en Europe. Assez facilement, et d'un seul coup, il n'y a plus de garantie, il n'y a plus de parapluie nucléaire américain, ou alors les Américains sont obligés d'utiliser leurs propres missiles depuis le sol américain, avec riposte sur le sol américain, et donc il y a un président des États-Unis placé devant les dilemmes, soit je sacrifie New York, soit je lâche les Américains, soit je lâche les Européens. Et ce qui est intéressant, c'est que ce missile, oui, c'est le successeur du SS-20, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était interdit de fabrication, il n'aurait jamais dû être fabriqué, au passage.
mais on retrouve la même logique. On a un missile qui ne peut pas frapper les États-Unis, alors que le message s'adresse principalement aux États-Unis. Allez, partons en Ukraine pour retrouver notre correspondant Stanislas Poirier. Bonsoir Stanislas. Vous avez pu suivre le discours de Vladimir Poutine depuis la capitale ukrainienne. Qu'en ont pensé les Ukrainiens autour de vous? Est-ce qu'ils ont écouté les mots de Vladimir Poutine? Alors oui, certains ont entendu sur les réseaux sociaux, en tout cas, les mots de Vladimir Poutine, qui inquiètent évidemment. Ils sont d'une violence extrême. Ils inquiètent, mais ils n'étonnent pas vraiment ici à Kiev. Depuis 3 ans que cette guerre dure, les Ukrainiens ont l'impression que leurs alliés occidentaux ne comprennent pas la détermination de Vladimir Poutine. Ce qu'ils disent depuis le début, c'est qu'ils défendent non pas seulement l'Ukraine, mais l'Europe entière. Et pour eux, le discours de Vladimir Poutine ce soir va dans leur sens. Vladimir Poutine est un danger non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe et le monde entier. Et en ce sens-là, ils ont l'impression que Vladimir Poutine est exactement comme ce qu'il dénonce depuis des années. Et le président Volodymyr Zelensky l'a rappelé, il a appelé à une paix par la force. C'est son nouveau concept. Et il espère bien entendu qu'il y ait une réaction occidentale après ce discours, plus de pression pour contraindre Vladimir Poutine à une paix par la force. Merci beaucoup Stanislas. La dimension de l'inconnu ce soir, et on va le développer, c'est un chapitre qu'on va ouvrir complètement, ce missile est de nature expérimentale. Et ça rejoint ce que dit le président Zelensky ce soir en disant en des termes assez frappants, mon pays est utilisé comme un terrain d'essai. C'est un peu la réalité, excusez-moi de le dire, mais pour toutes les armées du monde, c'est-à-dire que, et c'est affirmé de manière semi-officielle, c'est-à-dire quand on dit qu'on va tester des nouveaux drones, des nouvelles techniques sur le terrain ukrainien, c'est dit de manière assez ouverte, notamment par le Pentagone, qui disent que c'est le moyen d'aider les Ukrainiens tout en testant notre nouveau matériel. Bien sûr, mais enfin là c'est un missile d'une ampleur et bien supérieure, évidemment, vous avez entièrement raison, mais à un drone. Il y a là dans la déclaration de solennité aussi, dans le discours de Zelensky et dans son inquiétude, quand on dit on va essayer chez nous un missile expérimental. C'est l'escalade permanente de la part de la Russie. Là, on a parlé des drones, par exemple, américains ou d'États occidentaux, c'est une chose, mais on parle surtout d'objets d'armes avec une ampleur beaucoup plus importante du côté russe. Quand on parle, par exemple, des Iraniens qui voulaient tester leurs missiles balistiques sur l'Ukraine, ils ne l'ont pas fait pour l'instant. Les Nord-Coréens l'ont déjà fait. Les drones Shahed ont été utilisés aussi contre l'Ukraine dans un premier temps. Il y a plein d'armes aujourd'hui qui sont utilisées par la Russie et qui viennent soit de la Russie même, soit de ses alliés. Donc, pardon, hélas, il y a une marge, parce que moi j'entends très bien, évidemment, les Ukrainiens, et c'est tout à leur honneur, ils aiment bien dire on n'a pas peur, il n'y a pas d'escalade possible. Je rappelle quand même que des villes entières ont été rasées. Bakhmout, Mariupol, la liste est extrêmement longue. Oui, mais un petit feu. Toretsk. C'est pas juste une frappe qui a détruit les Bakhmout. Le résultat, quand même, à Mariupol, c'est comme Hiroshima, mais sauf que ça a pris 4 mois. Bien sûr. Mais le résultat, c'est exactement le même. Ça sert à rien de se masquer la réalité. Oui, hélas, la Russie a des moyens de destruction et la réaction de l'Occident reste quand même toujours relativement mesurée. Certainement, mais c'est pas ce missile-là, je pense, qui est déterminant. Et si Zelensky appuie cette frappe, c'est évidemment pour essayer d'avoir un maximum d'armes avant les négociations qu'on va lui imposer dès que Trump aura pris le pouvoir. Mais notamment les Tomahawks. Notamment les Tomahawks. Mais autrement, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on dirait que Poutine négocie ou combine deux terreurs, c'est-à-dire à la fois la terreur nucléaire qu'il a utilisée longuement d'ici là, mais aussi la terreur de la co-belligérance, c'est-à-dire vous êtes co-belligérants et donc on risque de s'en prendre à vous, Européens. Et je pense que le fait que le missile aussi, le colonel Goya me dira si j'ai raison, mais était aussi d'une portée de 1000 km, ça vise aussi particulièrement le maillon faible de tout ce dispositif, c'est-à-dire l'Europe, et aussi avec toutes les incertitudes européennes et les oppositions entre les différents pays. Mais surtout que ces missiles étaient régulés avant. On avait ce traité entre les États-Unis et la Russie. Et Trump est sorti de ce traité-là en 2019. Donc les MRBM ne sont plus régulés au niveau international entre Moscou et Washington parce que les États-Unis ont pris la décision de sortir de ce traité. Donc ils
ils ont également une responsabilité dans cette course à l'armement. C'est ça, il y a une surenchère générale. Ce que dit Margot est extrêmement important. C'est quelque chose de clé, parce que là, je crois que c'est la faute principale de ce discours d'aujourd'hui de Poutine. Parce qu'en fait, il a attaqué Trump. Parce que Trump, en 2018, il a dit Poutine triche avec ces missiles-là, il les produit. Donc, en fait, ce traité nous empêche de produire la même chose que les Russes, et donc je sors de ce traité. Et Poutine, dans ce discours-là, il a dit parce que les Américains ont quitté ce traité, 6 ans après, il répond ça. Et donc, en fait, il attaque Trump. Et à mon avis, c'est une faute géopolitique et politique contre Trump énorme. Mais Yakovlev avait expliqué que c'était une erreur d'avoir cette interprétation, justement, de dire que c'était les Américains qui sont responsables, en gros, de cette escalade au niveau des missiles parce qu'ils sont sortis de ce traité. En réalité, c'est la Russie qui ne respectait pas les accords depuis 2014. Moi, je ne me souviens pas du détail de cet accord. Hier, il y avait Yakovlev, justement, qui avait mentionné effectivement tous les détails de ce processus, et à mon avis, qu'il a fait de façon très juste. Donc, je pense que c'est assez injuste de dire que c'est juste les États-Unis qui sont responsables de cette escalade, parce que la Russie a quand même fait tout pour que les États-Unis sortent. La Russie le masquait. Elle produisait des missiles Iskander qui allaient au-delà de 500 km, des missiles comme celui-ci qui allaient en dessous de 5500 km, mais il y a aussi un troisième acteur, c'est la Chine. Et là, tout le monde était d'accord, parce que la Chine, elle, n'est pas soumise à ce traité, et multipliait les armes de ce type, et ça a interrogé à la fois les Américains et aussi les Russes. La réalité mondiale, est-ce que nous sommes entrés de fait dans une guerre mondiale? C'est ce que dit Zaloujny, l'ancien patron de l'armée ukrainienne, qui maintenant est en poste à Londres comme ambassadeur, qui dit ce soir, nous sommes entrés dans une troisième guerre mondiale. De fait, il faut se rappeler qu'en février 2022, il a échoué, Poutine, mais il espérait prendre en fait Kiev par une opération commando, pas loin de ça. Et à l'arrivée aujourd'hui, on est avec un missile d'une très grande ampleur expérimentale en Ukraine. C'est quoi qu'on en dise, une escalade continue depuis février 2022. Oui, bien sûr, c'est une escalade, mais sur le côté de la guerre mondiale, on est plus encore dans un contexte de guerre mondialisée, avec les Coréens qui viennent donner un coup de main. Avec les Nord-Coréens, avec les Chinois qui donnent des drones d'attaque, avec les Iraniens. Mais nous aussi, on est dans une coalition de 54 pays. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais après, est-ce que ça s'étend de manière guerrière dans tout le monde? Moi, je pense pas encore. En tout cas, il y en a un qui dit que oui, c'est Vladimir Poutine qui s'est exprimé ce soir. Écoutez-le, il le dit clairement. Il dit que ce conflit, ce n'est plus un conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre qui a pris une toute autre dimension, une dimension mondiale. Écoutez-le, il le dit très clairement ce soir. À partir du moment où l'Ukraine frappe le territoire russe avec des armes fournies par l'Occident, le conflit régional en Ukraine provoqué par l'Occident a pris un caractère mondial. Nous avons toujours été prêts, et nous le sommes toujours, à résoudre tous les problèmes par des moyens pacifiques. Mais nous sommes également prêts à faire face à toute évolution des événements. Si quelqu'un doute encore de nous, c'est inutile. Il y aura toujours une réponse. Voilà. Vous savez Stanislavski, le célèbre metteur en scène, quand il regardait un acteur sur scène, il disait « je ne le crois pas ». Et parce que là, Poutine fait de la dramaturgie. En réalité, c'est du pipeau tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait rentrer les territoires ukrainiens, les quatre régions, le 30 septembre 2022 dans la constitution russe. Ça veut dire que ça fait 2 ans que l'Ukraine frappe le territoire russe. Exactement. Et ils ont annexé la Crimée en 2014. Ça veut dire que depuis 3 ans, l'Ukraine frappe le territoire russe. Et donc, en fait, tout ça, c'est un grand spectacle, mais Mais ça fait parler, ça nous fait réagir, nous. Et c'est justement le but de ce genre d'intervention de la part de Vladimir Poutine. C'est le but d'utiliser ce type de missile. C'est un avertissement à nous, soi-disant. Mais en réalité, c'est surtout un message, c'est surtout un symbole pour inquiéter aussi en partie de la population ukrainienne. Alors certes, les Ukrainiens et Russes aussi, mais les Russes qui se préparent aussi à ce qu'on appelle en anglais le nuclear winter, donc vraiment l'hiver apocalyptique nucléaire. Il a neigé aujourd'hui à Paris. Depuis un certain temps, on voit ce discours de la part des Russes. Et le but, une fois de plus, c'est que nous, on commande cela. Mais de fait, cette arme, comme on utilise souvent ce terme depuis des mois, n'est pas un game changer. C'est vrai que c'est une arme qui ne peut pas être interceptée parce qu'elle va à Mach 10. C'est tout à fait vrai. Mais pour autant,
Aujourd'hui, la Russie n'a pas intérêt à utiliser l'arme nucléaire. On n'arrête pas de dire depuis des semaines que Trump va arriver, il va essayer de régler la situation et qu'il va aller dans le sens de la Russie. Pourquoi la Russie utiliserait aujourd'hui une arme nucléaire alors que potentiellement elle accepterait des conditions qui lui seraient soi-disant favorables? Sans parler du nucléaire, on va en reparler aussi, il y a simplement des offensives en termes conventionnels, et notamment sur les pays baltes ou d'autres qui sont eux aussi membres de l'OTAN contre des bases de l'OTAN. Quand les Ukrainiens constatent que ça dure depuis si longtemps, quand même, on dit on n'a pas peur. On n'a pas peur, ok, mais il n'y a pas eu de no-fly zone. Bizarre. On n'a pas peur, mais on n'a pas donné les F-16 avant plusieurs mois. On n'a pas peur, mais on a mis des mois et des mois dans les chars. On a quand même peur. Qui a peur? Non, mais les Baltes, mais qui a peur? Les Occidentaux, mais les dirigeants occidentaux. Ça dépend des dirigeants. Non, mais qui? Pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps il n'y a pas de no-fly zone? Pourquoi? Parce qu'ils craignent, je pense, toujours d'une manière ou d'une autre le nucléaire. Donc ils craignent de manière irrationnelle. Mais ils font confiance aux lignes rouges de la Russie, en fait, dans un certain sens. Il y avait un entretien qui était important. Je termine juste là-dessus. Oui, non, mais attendez, c'était le responsable militaire américain qui discutait avec Lavrov. Cyril Amourski, on peut dire deux choses. Il se trompe ou il se trompe pas. Donc vous estimez que Emmanuel Macron, Joe Biden, Olaf Scholz, Joe Biden, tous se sont trompés? Macron, par exemple, a énormément changé en termes de position. Ça a été l'un des pionniers sur plusieurs sujets différents. C'est des chars, c'est des blindés légers, des chars légers. Mais les AMX, par exemple, c'était la France qui a été la première à les livrer. Quand on parle des missiles à longue portée, la France, ça fait partie des premiers États à le faire. Macron est quand même le seul président à avoir parlé dès le début, je veux dire, ça a été le premier à parler des troupes au sol en Ukraine, qui a parlé des instructeurs. On peut reprocher au président de la République beaucoup de choses, mais la France, par exemple, a eu un certain courage sur ce sujet, ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens. Pourquoi a-t-on eu peur? Je voyais que vous aviez envie de réagir à cette question. Bien sûr qu'on a eu peur. On a fait la guerre à l'Irak en 1990-91 parce que l'Irak avait envahi un pays voisin. On a fait dans la foulée une coalition et puis on a fait la guerre à l'Irak. Là, on n'a pas fait la guerre à la Russie parce que c'est un pays nucléaire, voilà, tout simplement. Donc on prend au sérieux les déclarations de Poutine ce soir. Bien sûr, on prend toujours au sérieux une puissance dotée de l'arme nucléaire. Mais pire que ça, on a intégré les lignes rouges de Poutine. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu des discussions infinies sur ces plateaux même sur la notion de co-belligérance, qui est très floue de manière juridique, mais que Poutine avait décrété. Et donc là, on se demandait jusqu'à quel point on pouvait aider l'Ukraine. Et donc ça montre bien que, si vous voulez, les gouvernements et les populations ont raison d'avoir peur. Et d'ailleurs, elles ont tellement peur que vous voyez maintenant des petits livrets qui sont distribués, que ce soit en Finlande, au Danemark, et même maintenant en Allemagne, où on se prépare au pire, on se prépare aux guerres, et aux guerres aussi hybrides. Alors, mais l'arme nucléaire, c'est une arme psychologique, et sert tous les jours, l'arme nucléaire. Elle sert à faire peur, simplement. Donc on peut l'utiliser de manière différente. Vladimir Poutine l'utilise à fond. Il utilise l'arme nucléaire tous les jours à fond pour faire peur, tout simplement. Et ça marche. Il n'a plus rien d'autre. Il me semble que c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'on s'est fourvoyé sur un système mondial, c'est-à-dire en croyant qu'on parlait le même langage que d'autres puissances dans le monde, notamment la Russie ou la Chine, en pensant qu'ils allaient respecter des traités, qu'ils allaient respecter certaines règles qu'on a mises sur un niveau international, en pensant que du fait, comme on avait signé un bout de papier, eh bien que chacune de ces puissances allait respecter ce qui avait été mis sur la table, et on se rend compte des années plus tard que ce n'est pas le cas et qu'on ne parle pas le même langage et que chaque puissance joue son propre jeu. Au bout d'un moment, il fallait peut-être également que la diplomatie se réveille d'une certaine manière, parce qu'on adore dire notre ligne est très claire pour après dire que la ligne n'est pas claire. Donc, ça fait 10 ans que les règles du jeu ont changé. C'est bien ça le problème. Biden a demandé à la Russie la dimension personnelle aujourd'hui de Poutine, c'est-à-dire cet homme-là qui parle les yeux dans les yeux aux Occidentaux en leur disant si vous allez beaucoup plus loin, je vais réagir. Il parle d'effet miroir, il ne parle pas de nucléaire. On voit que les Occidentaux tout de suite vont au nucléaire. C'est une manière aussi d'excuser leur faiblesse. De la même façon, il parle d'effet miroir, c'est-à-dire aussi par des moyens conventionnels relativement limités. Mais enfin, limité, si c'est sur le temps, ça a une conséquence. Symétrique, c'est le mot qu'il utilise, symétrique. Sauf que... Est-ce qu'il y a chez lui une dimension de prise de risque inconsidérée possible? Je crois que d'abord, excusez-moi, il se fout de nous. Parce qu'il oublie quand même que c'est lui qui a commencé cette guerre. Il oublie quand même que c'est lui qui a apporté les armes étrangères sur ce... Mais ça ne répond pas à la question. Pour répondre à la question, je crois que oui et non. Ça veut dire Poutine, en même temps, il est suffisamment prudent parce que si vous prenez les nerfs d'un chirurgien ou d'un militaire
pour analyser le truc d'aujourd'hui, ils vont vous dire il ne s'est rien passé de très important aujourd'hui. En fait, tout ça, c'est du pipeau, tout ça, c'est du cinéma, parce que militairement, il ne s'est rien passé. Parce qu'ils ont déjà employé toutes les armes, c'est une arme comme une autre, les Kinjal, les machins, ça peut porter aussi les armes nucléaires. Le colonel Goya trouvait qu'on était quand même monté en tension, que ça ne changeait pas. C'est juste à nous. Mais qu'on était... C'est vrai. Parce qu'on apprend juste à Vous n'allez pas retourner votre veste maintenant. Mais non, militairement, oui, il ne s'est rien passé aujourd'hui, véritablement. Effectivement, mais mais vous parliez de monter en tension, qu'on est quand même dans une escalade. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'autruche, pardon, mes excuses. Ouais. Si on habitait à Dnipro, par exemple, si on était ukrainien, on a un missile expérimental lancé sur votre pays. Alors c'est très tranquille ici. Bon, c'est quasi l'heure du c'est quasi l'heure du digestif. Si on dit il ne s'est rien passé, non, il ne s'est pas rien passé. Pardon. Si on a un missile expérimental qui tombait sur la France, on ne dirait pas il ne s'est rien passé, n'exagérons pas, c'est de la gesticulation. Non, il s'est passé quelque chose de très grave. En revanche, il s'est passé aujourd'hui quelque chose d'important. Effectivement, vous avez parlé de Dnipro. Je me suis posé la question par rapport à deux villes qui sont pas très loin de la frontière, enfin du front de l'Est. C'est Zaporizhia et Dnipro. Il y a deux usines qui sont capitales, c'est Motor Sich à Zaporizhia et Yuzhmash à Dnipro. Poutine ne les a jamais frappés, quasiment jamais frappés. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, je crois, qu'il se disait, je vais envahir l'Ukraine et je vais les utiliser parce que c'est les bijoux. C'est les bijoux de l'industrie nucléaire soviétique. C'est les bijoux des missiles, de l'industrie de production de missiles. Là, le fait d'avoir frappé Yuzhmash, c'est un game changer. Vous allez peut-être me trouver un peu pro-américain, mais dans la dialectique, il ne s'est rien passé, il s'est passé des choses. Moi, je souligne que les Américains, eux, quand il se passe vraiment des choses, réagissent. Bombardement de Kharkiv, ils ont trouvé que c'était inacceptable, qu'il fallait qu'ils réagissent, ils ont réagi. La situation de Nord-Corée, les soldats nord-coréens, ils ont considéré que c'était un cap inacceptable, ils ont réagi. Donc on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, que tout ça est du bluff et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Surtout qu'hier, ils ont fermé l'ambassade. Oui, ça c'est probablement très disons, toute l'action là, elle est partie. Ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Voilà. Tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose de différent par rapport à avant, parce que Poutine a parlé aussi d'Atacams qui ont été utilisés, de Storm Shadow qui ont été utilisés, donc bien évidemment, il a voulu donner une réponse. Alors, allons au cœur du sujet. Vous nous avez rejoint, Général Yakovlev, et c'est très important de vous entendre ce soir. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle les deux informations principales. C'est le tir de ce missile expérimental dans des circonstances extrêmement graves en Ukraine, dans la région de Dnipro. On verra la cible, on verra ce que ça signifie en termes de puissance, mais aussi le fait que c'est théoriquement un missile qui peut porter une charge nucléaire. Et puis la menace très exacte, on y vient maintenant, contre les Occidentaux, ceux qui permettent d'utiliser les armes occidentales sur le sol russe. On écoute Vladimir Poutine qui s'est exprimé ce soir dans un discours surprise à la nation russe pendant 7 minutes et 15 secondes précisément. Et évidemment, il s'en est pris à nous. Nous considérons comme notre droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre les nôtres. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et réciproque. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Soyons extrêmement précis. Qui vise-t-il? Rappelons vraiment, nom en main et carte en main, à qui il s'adresse, ou en tout cas à qui il essaye de faire peur. Les Américains ont donné le hockey pour les attaques MS. C'était avant-hier, bombardement de Bryansk. Les Anglais et les Français ont donné l'accord pour les Storm Shadow, bombardement hier à Kursk. On va y revenir. Et puis la France, accord de principe. Qui est-ce qui est le plus menacé dans son esprit? C'est ça. Mais en même temps, il a parlé les pays qui utiliseraient leur contingent. Contingent, ce n'est pas les armes. Et donc, en fait, on ne sait pas à qui il s'adresse. Vous savez, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit, c'est vraiment brouillon son discours. En fait, il joue les muscles, mais en même temps, même dans cette physique, vous voyez, il a quand même... moi, j'interprète son body language comme quelqu'un qui a peur, qui est un peu perdu, en fait. C'est pas brouillon, c'est un flou qui distille pour rester dans une dissuasion maximum. Et Sergueï, il y a aussi ce qu'il dit d'assez important, c'est dans les déclarations dans la presse russe, c'est que ces missiles de longue portée ont besoin de mise en condition opérationnelle, de MCO, et donc de
contingents ou d'instructeurs étrangers sur le terrain. En fait, elle a dit et donc il appuie sur ce flou-là également. Sans les soldats américains, français ou anglais, ces missiles ne peuvent pas être tirés. Quelle est votre réaction quasi tripale? Général Yakovlev, vous êtes un général de l'OTAN. L'OTAN, c'est la plus grande alliance qui n'ait jamais existé dans l'univers. C'est 1 milliard de personnes dans le monde. Vous avez joué un rôle très important au sein de l'OTAN. Les soviétiques, évidemment, menaçaient, mais jamais en ces termes-là. Quelle est votre réaction de général de l'OTAN, général français, en ayant ici un président russe qui très directement dit « on vous menace » ? Déjà, vous parlez des soviétiques. La grande différence entre les soviétiques et Poutine, c'est que les soviétiques n'ont jamais fait des conneries de l'ampleur de celles que Poutine a faites. Je veux dire, là, on est dans un summum d'erreurs stratégiques. En gros, depuis 2022, ils avaient envahi l'Afghanistan. Ils avaient envahi l'Afghanistan quand même, qui était une connerie, au registre des conneries, pour reprendre votre mot. Mais c'était pas du tout le même ordre de grandeur, et ils se sont retirés de l'Afghanistan quand ils se sont rendus compte que c'était en train de devenir le théâtre principal, et ils se sont dit, il n'y a aucune raison que l'Afghanistan soit le théâtre principal. Alors on arrête. Et ils ont arrêté. Là, Poutine, à la limite, il pourrait être aussi raisonnable que les soviétiques et dire, au bout de 1000 jours, ce truc-là est en train de devenir un abcès purulent pas possible. On n'avait pas prévu d'aller jusque-là. Mais Poutine n'a pas le degré de réflexion stratégique qu'a eu l'Union soviétique. Donc de ce point de vue-là, il y a une énorme différence. Général, vous ouvrez un chapitre là, s'il vous plaît, j'aimerais vos avis à tous ici. Est-ce qu'il y a chez Poutine un côté aventurier, encore plus grave? Il y a beaucoup de dictatures dans le monde dangereux, il y a Xi Jinping, il y en a d'autres, mais encore plus aventurier que l'étaient les soviétiques. Je crois que c'est un truc que moi j'ai retenu vraiment sur le caractère de Poutine. Déjà, quand je l'ai rencontré en 80, quand il m'a interrogé, j'ai senti le petit homme qui adore le pouvoir, qui aime jouer sur le pouvoir. Et après, en fait, Poutine, avec cette caractéristique en 1985, il rentre dans l'école la plus prestigieuse du URSS. Il se prépare pour partir en Allemagne fédérale ou en Suisse, dans votre pays, puisqu'il parlait allemand. Mais dans la partie riche de la Suisse, Zurich, Berne, etc. Les Romands sont riches aussi, ne diminuez pas la richesse des Suisses. Il joue, excusez-moi. Il joue donc sa carrière pour aller gagner de l'argent en Occident, et en fait il rentre dans une petite bagarre à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, et il se retrouve au commissariat où il s'est fait casser le bras, et avec donc on envoie les policiers font le PV, et le KGB écrit: ce personnage, sous le coup de l'émotion, il est trop joueur, il est trop émotif, et sous le coup de l'émotion, il risque de prendre les décisions. Le bagarreur, pardon, on ne va pas faire la psychologie de bistrot, mais il y a effectivement... c'est pas une psychologie de bistrot, c'est écrit dans son dossier. Tous les biographes de Poutine et ceux qui l'ont connu, cette dimension-là, une dimension de bagarreur que certains hiérarques soviétiques n'avaient pas. Et lui, ce côté petit bagarreur, risqué de ce point de vue-là, aventurier. Oui, mais en même temps, c'est un pouvoir très isolé. L'Union soviétique, c'était un pouvoir collégial. Sur les 10 dernières années. C'est ça. Idéologie. Et il y avait une idéologie, il y avait l'idée que de toute façon le socialisme allait l'emporter tôt ou tard, on avait le temps, etc. Et puis encore une fois, c'était collégial. Après la crise de Cuba, le Politburo a viré Khrouchtchev en disant c'était trop aventureux. Mais c'était aussi une erreur, c'était une connerie de la part des soviétiques. Donc il y avait des éléments de pondération, effectivement, là il est seul. Il est seul. Et pas forcément bien informé. Seul, paranoïaque, pas forcément bien informé. Et effectivement, certes, mais moi, je ne perçois pas quelqu'un d'émotif. Je perçois au contraire un grand calculateur. Et on peut être va-t-en-guerre par calcul. Il le cache, par mauvais calcul. Comme Netanyahou peut l'être. Je veux dire, il a intérêt, lui, à rester dans un état de guerre perpétuel. Qu'est-ce qui se passerait si demain, tout d'un coup, il fait la paix? Il va avoir à nouveau tous les gens qui l'entourent, toute cette entropie qui va commencer à demander des comptes. Je ne pense pas qu'il a intérêt, lui, à arriver maintenant dans une situation de paix, et donc c'est pour ça que je pense qu'il entretient cette ambiguïté. Je ne pense pas qu'il ait changé en réalité tant que ça sur ces 3 dernières années, dans la mesure où il avait des objectifs assez clairs dès le début, occuper au moins 4 oblasts de l'Ukraine, plus évidemment la Crimée qui était déjà sous occupation. Ça n'a pas grandement changé aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui il nous met face à nos responsabilités, il nous met en épreuve en justement
testant nos limites et en voyant à quel point est-ce que les Occidentaux vont pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine et dans quelle mesure. Comme il progresse sur d'autres théâtres, comme il progresse en Géorgie, comme en Arménie, il y a peut-être les anciens oligarques russes qui vont reprendre le pouvoir. C'est quand même assez remarquable d'un point de vue stratégique.